Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, une nuit de basket pour nous avec deux matchs, deux Game 5, deux séries serrées à 2-2 et deux Game 5 qui ont finalement été à sens unique, même si là c'est un peu dur pour Minnesota, mais deux victoires assez larges, victoire des Nuggets contre les Timberwolves 112-97, victoire des Knicks éclatante contre les Pacers 121-91. Et Shai, j'ai envie de te poser une question. Si même la défense des Timberwolves, la meilleure défense de la ligue, ne veut pas arrêter Nikola Jokic, qui peut le faire? Ouais, si même le quadruple Defensive Player of the Year prend un bouillon comme Rudy Gobert l'a pris, si même la meilleure défense peut-être de la ligue, les Wolves ne peuvent pas, bah, je pense que personne ne le peut lorsque Jokic l'a décidé, que autour les Nuggets bah, articulent bien tout ce qui doit aussi fonctionner pour que le match soit remporté. Je repense à ton message dans le troisième carton, t'as juste marqué Jokic lol. Tu envoyé sur le chat, c'est le sentiment qu'on a, je pense, tous ressenti avec ce qu'il a fait dans le troisième. Il fait un match exceptionnel, hein, c'est un truc quasi historique parce qu'il finit avec, si je dis pas de bêtises, 40 points, 13 rebonds, 7 passes sans perdre le Non, moindre c'est ballon. l'inverse. C'est C'est l'inverse. l'inverse, 7 13 passes, passes, 7 rebonds, pardon. voilà, 7 rebonds, 13 passes. Ouais. Et sans perdre le moins de ballons, et c'est la deuxième fois que ça arrive dans l'histoire après un match en playoff après un match de Chris Paul il y a quelques années. Il a été incroyable, il a facilité le jeu, il a été plus agressif en attaque. On se demandait s'il allait sortir un match comme ça, si c'était ce qu'il y avait de mieux pour Denver. Bah là, ils ont trouvé un juste milieu et ouais, il est inarrêtable pour répondre à ta question. Si Gobert et les Wolves ne peuvent pas l'arrêter, a priori, personne ne le peut. Voilà. Après, je suis pas en train de dire que ça veut dire que personne ne peut arrêter Denver, mais Jokic, personne en ne tout peut cas, ouais. arrêter Jokic. Et tu parles de juste milieu, c'est vrai, il y a eu un juste milieu entre le scoring et la passe, mais ce qui est fou, c'est que le juste milieu, c'est 40 points, 13 passes. Ouais, non C'est mais pas 18 points, 10 passes, tu c'est vois. fou. C'est-à-dire que dans les deux premiers matchs, les Timberwolves ont réussi à le forcer à scorer. Ce qui, je pense, est quand même souvent la meilleure solution pour battre Denver, même Mm. si c'est pas vraiment une solution, mais c'est-à-dire que Jokic a été obligé de prendre beaucoup de tirs, il a eu de la maladresse dans les deux premiers matchs, il était sous les 48%, je crois qu'il était même 41%, ce qui est pour Jokic tellement loin de ses standards, il perdait des ballons justement, il était à 5, il a perdu 11 ballons sur les deux premiers matchs, et il n'avait pas pu distribuer tant que ça. Là, il est à la fois distribué, à la fois scoré. Il a mis tout le monde en rythme. Et puis dans ce fameux troisième quart-temps, c'était encore serré. À la Ouais. mi-temps, il y avait que 10 points d'écart. Hein. C'est dans le troisième quart-temps que les Nuggets ont accéléré. En fin de troisième quart-temps et ensuite dans le quatrième, début de quatrième. Dans ce troisième quart-temps, il met 16 points. Mais ce qui est fou, c'est c'est la manière dont il met ses points. Quoi. Mm. T'as l'impression que, ah bah tiens, vous cherchez un mix de Hakim Olajuwon et Larry Bird. Ah, regardez, il y a cet homme-là, ce Serbe là. Ouais. C'est Gobert sur lui souvent, ce qui n'était pas le cas depuis le début de la série. C'était Kat qui se chargeait essentiellement de Jokic, avec Gobert qui était sur Gordon pour pouvoir gêner le jeu à deux Jokic-Gordon. Là, plusieurs fois, Gobert s'est retrouvé sur lui et Jokic, on a l'impression que c'était personnel, quoi. Alors, il y a des tirs qui sont contestés. Hein. Gobert défend très bien certains tirs, mais il est juste trop fort, quoi. T'as l'impression que c'est trop facile, c'est ça le plus fou. Mais oui, c'est ça. Et puis, tu sais, surtout sur les deux premiers matchs, l'approche qu'avaient eu les Wolves, qui était plutôt bonne hein, sur Jokic dans leur manière de défendre sur lui, euh, là, il y a eu des ajustements de la part des Nuggets. C'est-à-dire et via Aaron Gordon, je sais pas si t'as vu, mais il a très souvent, du coup, été au départ des actions, Ouais. puis il posait les écrans. Enfin, euh, ça a été, je pense que ça a été une clé aussi parce que ça oblige Rudy à être tout de suite impliqué dans l'action. Et on sait qu'il est fort tu sais, quand il doit traîner un peu, quand Mm. il rôde et qu'il peut arriver en deuxième lame ou mettre la pression, forcer la passe. Enfin, c'est ce côté dissuasion qu'il aime bien avoir. Là, il est obligé d'être impliqué tout de suite dès le début de l'action. Et c'est le fait que Gordon soit impliqué rapidement dans la possession des Nuggets qui a fait que c'était plus compliqué. Et Gordon, encore pour rester sur lui, a fait un super match. Non, mais Gordon, c'est le facteur X de la série. Hein. C'est Ouais, bah, c'était de toute façon, c'est presque le facteur X de l'histoire des Nuggets, en fait, de exactement. l'histoire de cette équipe. Depuis qu'il est là, ça a complètement changé. Et quand il joue comme ça, c'est un régal pour Denver. Ça facilite tellement de choses pour Jokic, pour les autres que là, j'ai plus ses stats, mais quelque chose, c'est 18 points. 18 points, 10 rebonds, 5 passes. Ouais, À 7 sur 14 au tir en 34 minutes. voilà. Donc même Et au-delà des stats, il y a l'impact tout court. Hein, il est impressionnant. ouais, non, mais Gordon, t'as tout à fait raison. Quand tu parles de facteur X de l'histoire des Nuggets, je pense que c'est exactement ça. C'est l'homme qui a tout débloqué.
d'une certaine manière, en tout cas autour de Jokic et Murray. Et ça a été souligné, ça a été souligné sans doute même dès le début, avant même le coup d'envoi de la série. Je pense que Zach Lowe avait sans doute déjà parlé d'Aaron Gordon comme un potentiel facteur X. Je me souviens qu'après les 2 premiers matchs perdus, on avait noté que la balle passerait beaucoup plus par Gordon, et c'est ce qui s'est passé ensuite, notamment pour décharger Murray. Alors oui, Gordon, ça lui est arrivé d'avoir le ballon même pendant la saison régulière, mais là, c'est vraiment plus que d'habitude. Et il a beaucoup de responsabilités à la fois offensives et défensives. Et c'était une des clés de savoir est-ce que Gordon, qui n'est pas un All-Star, qui est un joueur, qui est un excellent basketteur, c'est quand même un vrai gros joueur de basket, mais qui n'a pas ce statut de star. Donc on peut toujours se demander est-ce qu'il arrivera à être régulier, par exemple, offensivement, sur 4-5 matchs de suite, qui sont quand même vraiment généralement le truc des stars, tu vois. Et bah ouais, il répond présent, ouais, clairement, il est régulier, il met ses tirs, il crée du jeu, il défend, il prend des rebonds. Il est impérial et lui et Jokic sont les 2 principaux artisans de ce comeback, parce que ça fait quand même 3 victoires de suite maintenant pour Denver. Ouais. L'autre facteur clé quand même là sur ce match-là, enfin les 2 facteurs clés peut-être. Il y a d'abord eu l'absence de Mike Conley qui était pas là. On sait que c'est quelque part c'est le joueur le plus expérimenté de l'équipe, c'est une sorte de leader. Et il y a la manière dont les Nuggets ont réussi à bien défendre sur Anthony Edwards, qui a été alors bon, cadenassé, le terme, j'allais dire il a été cadenassé par rapport au match où il claque des 40 points. Oui, il a été cadenassé parce qu'il en met que 18. Mais 18 points, il fait 9 passes quand même, donc il arrive à être influent d'une autre manière. Mais il n'y a pas eu une adresse folle, 5 sur 15, et on l'a pas senti capable, tu sais, de prendre l'équipe sur son dos et d'aller au charbon pour renverser la situation. Donc la manière dont ils ont géré Edwards a aussi été importante, l'absence de Conley à mon sens aussi. Et bon, à côté de ça, tu vois, du coup, c'est plus passé par les intérieurs, parce que t'as 4 qui met 23 points, Rudy qui fait un perfect. Alors certes, on peut dire que Rudy, ok, il a pris le bouillon, comme n'importe qui aurait pris le bouillon face à Jokic ce soir. Il a été bon en attaque, 18 points, 18 points à 7 sur 7, 11 rebonds. Mais Ouais, il a puni quand ouais, les Nuggets ont cherché à ce que de toute façon c'est lui qui ait le ballon. Il a puni sur ces moments-là. ouais, c'est ça. Mais oui, ça n'a pas été suffisant parce que sans réussir à refaire le match parfait collectivement et offensivement de la dernière fois, les Nuggets ont fait ce qu'il fallait, enfin, de manière suffisante en tout cas pour gagner. Tu vois, Jamal Murray a pas eu besoin a pas eu besoin de jouer héros en fin de match. Il a frappé quand il a eu les opportunités. Il l'a bien fait. Il y a un truc, je me suis fait la remarque pendant le match. Michael Porter Jr. il traverse la série un peu comme un fantôme. Il a été excellent pendant la saison, sur le début de la première série contre les Suns, il a été vraiment déterminant. Là, il est très très discret, 6 points à 2 sur 10, et pourtant ça pénalise pas trop Denver là sur les 2 derniers matchs, les 3 derniers matchs même. Et donc c'est que le reste fonctionne bien aussi. Ouais, Porter, d'ailleurs, c'est pas nouveau que Porter en finale en playoff, il a un petit passage à vide. C'était le cas aussi l'an dernier. Il y a toujours un petit moment où il est dans une espèce de slump offensif, Mm, mais avec lui, tu sais que tu peux. Enfin, il représente une menace, quoi. Il y a un moment, il va mettre ses tirs. mm. Pour les Timberwolves, je pense que de toute façon, c'est le plan en fait que Gobert y mette des points. Pour Denver. Ouais, Denver a pour plan de se dire, mais Gobert, de toute façon, il va pas nous mettre assez de points. Enfin, pas que Gobert, Gobert, McDaniels, Alexander Walker qui a quand même mis 4 paniers à 3 points. Ces gars-là vont pas mettre assez de points pour nous punir. C'est toujours le truc de se dire, encore une fois, dès que Denver met 110 points, on l'a déjà dit plusieurs fois dans les CQFR, c'est fini. Il n'y a, mm. y a pas de chance, tu vois. C'est impossible que Minnesota, je le répète à chaque fois, Minnesota ne gagnera jamais une série offensive contre Denver. Ouais. Et c'est ce que veut Denver. Et Edwards, je pense qu'ils l'ont frustré. Il fait 9 passes parce que, en fait, il est constamment obligé de lâcher le ballon. Donc oui, il y a 9 passes décisives dans le lot. Ça se convertit en 9 passes, mais c'est pas tant qu'il a eu un rayonnement sur le match, c'est juste qu'en fait, ils ont fait constamment prise à deux sur lui. Il Ouais. n'avait pas d'autre choix que lâcher la balle. Heureusement, ça montre, ces 9 passes, ça montre que Edwards a souvent choisi la bonne décision, pas sur chaque possession évidemment, mais souvent il a choisi la bonne décision. Il n'a pas forcé face à la prise à deux. Euh, je pense que Kobe Bryant, par exemple, aurait pris beaucoup plus de tirs dans cette situation. Oui, bah oui. Peut-être que ça aurait payé pour lui d'ailleurs ou pas, on ne sait pas. Tu vois, que Kobe, peut-être que justement dans un match comme ça, il t'aurait mis ses 45 points et au final, tu te retrouves avec un match serré à la fin. Et Mm. là, Edwards, lui, il a vraiment joué juste, il a lâché le ballon. Je pense que ça l'a frustré quelque part. Et c'est le plan des Nuggets, quoi. Edwards, lui, on sait qu'il peut nous tuer. Les autres, ils peuvent pas nous tuer. Même 4, il y a eu des prises à 2 sur 4. Il met quand même Mm. ses 23 points, mais il y a eu des moments où il y a des prises à 2 parce qu'ils savent que les autres joueurs des Wolves, offensivement, ça va pas être assez régulier ou assez puissant
pour tenir le rythme des Nuggets où eux ça accélère et en plus t'as Kentavious, on parlait de factoriste, Kentavious Caldwell Pope qui a mis 4 paniers à 3 points, 4 sur 5. C'est... J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. C'est marrant parce que Minnesota n'est pas éliminé, tu vois. On va pas retourner complètement notre veste après qu'ils aient mené 2-0, tu vois. Techniquement, il n'y a que 3-2. Et tu as le prochain match, c'est toi. Tu peux revenir à 3-3 et ensuite tout se joue sur un game set. Mais j'ai l'impression il fallait être extrêmement fort mentalement pour les Nuggets pour gagner les 3 matchs de suite après avoir été menés 2-0. Ils ont vraiment montré une force mentale exceptionnelle. Et j'ai l'impression que les Wolves, pour gagner ne serait-ce que le prochain match, il faudrait être encore plus fort mentalement que ce que les Nuggets ne l'ont été pour en gagner 3 de suite. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment pris un coup sur la tête quand même. Tu vois, en mode, ah, mais en fait, tu vois, là l'impression visuelle, pardon, j'ai fait plus long que ce que je pensais, l'impression visuelle a complètement changé. On a l'impression que d'un coup, les Nuggets sont beaucoup plus physiquement beaucoup plus forts que les Timberwolves, alors que c'était vraiment l'opposé il y a quelques jours, quoi. Bah, tu sais, dans le quatrième quart-temps, j'ai eu cette impression-là aussi. Je dirais pas que c'est de la résignation, mais il y avait un manque d'énergie et de tranchant. Quand ils étaient pas si loin, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient autour des 10-12 points. Après, t'as Jokic qui met le 3 points devant Rudy à un peu plus de 3 minutes de la fin. Celui-là, il les assassine. Celui-là, c'est le. Ouais. Voilà, il passe à plus 14, je crois, là-dessus. Mais tu sais, même Edwards, même en dehors des prises à deux, parfois il y a des situations où il avait l'air un peu soit hésitant, soit fatigué. Kat, pareil, il a raté des trucs qu'il raterait jamais dans le dernier quart-temps. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. On a retrouvé des Nuggets pleins d'assurance avec leur certitude, ce qu'ils sont capables de faire. Alors, forcément, il y a Jokic qui rayonne là-dedans, mais. Et à côté, les Wolves vont devoir retrouver un peu l'espèce de magie qu'il y avait sur les 2 premiers matchs où tu as l'impression que rien ne pouvait leur arriver, que défensivement on n'avait pas vu des performances comme ça depuis des lustres. Il va falloir retrouver ça. C'est pas facile à retrouver quand tu as le poids des matchs qui s'accumulent, parce qu'ils doivent aussi être fatigués de leur côté. Ça va être le challenge, réussir à mettre une énorme pression défensive sur les Nuggets tout en réussissant à être plus efficace en attaque aussi. Je sais pas s'ils vont récupérer Conley. Peut-être quand même, j'ai l'impression, parce que il était gêné au niveau du talon, mais ça avait pas l'air d'être une énorme blessure. Moi, je les avais pas, j'avais pas enterré les Nuggets à 2-0. Je vais pas enterrer les Wolves là, mais j'ai quand même, c'est vrai, l'impression que le Denver a retrouvé la fameuse la confiance du champion qui semble les rendre intouchables. Ils ont déjà gagné 2 fois à Minnesota aussi, donc ça m'étonnerait pas que ce soit le cas et que derrière ils retrouvent à nouveau la finale de conférence. Yes, je voulais te dire un autre truc sur les Timberwolves, mais j'ai oublié. Comme quoi, ça arrive des fois en plein CQFR. Ça reviendra un jour. Ça reviendra, c'est pas très grave, c'est pas très important. Et je sais vraiment. Ah oui, si, c'était sur Edwards. Je voulais dire, le moment où les Nuggets prennent vraiment le large, Edwards, il est sur le banc. Terrain, alors, il a joué 44 minutes sur 48, donc il a joué beaucoup. Et puis, encore une fois, il a été à 5 sur 15. Mais c'est un peu l'ironie de se dire que le moment où ils ont décidé de reposer Edwards, ça a collé. C'est peut-être le moment où il fallait faire une petite Thibodeau et faire jouer 48, mais parce que dès qu'il n'est pas là, c'est surtout sans Conley. À partir du moment où tu n'as pas Conley et que tu n'as pas Edwards pour créer du jeu, c'est difficile. C'est très compliqué du côté de Minnesota. Ouais. Allez, on peut enchaîner avec les Knicks. Alors, on a eu une masterclass de Nikola Jokic. On a eu aussi une masterclass de Jalen Brunson, 44 points. Alors, on a eu une disaster class aussi des Pacers. C'est ça. Pas qu'on parle de ça, mais les Knicks. Attends, on s'attendait quand même. Je me souviens dans le dernier CQFR, je passe pour un con là, mais le Game 5, ça sera quand même beaucoup plus serré parce que j'imaginais du coup les Knicks vraiment réagir. Ouais. Mais je pensais pas que les Pacers ils allaient s'écrouler comme ça. 121-91 et 5e match à 40 points ou plus pour Brunson sur ses playoffs. Ouais, les Pacers se sont pas pointés, ils ont l'air d'attendre le match à domicile aussi. On savait que les Knicks allaient remettre de l'intensité. Pardon. On savait que les Knicks allaient remettre de l'intensité, ils sont à domicile. On savait que ce serait plus compliqué pour les Pacers que les 2 matchs où ils se sont baladés à la maison. Mais là, ils n'ont pas du tout été présents. Ils ont pris un blowout eux aussi. Il y avait déjà moins 15 à la pause et c'était presque pas trop cher payé. Grave. Et tu vois, ils ont. Alors, il y a pas que Brunson fait un super match. Il s'est promené. Ils l'ont jamais mis en difficulté, à proprement parler. 44 points, 7 passes. Mais tous les autres étaient. On a retrouvé l'agressivité, la combativité. Il y a les 20 rebonds offensifs
des Knicks, ça a aucun sens. Il n'y a même pas Mitchell Robinson qui est censé être un peu le 12 pour Hartenstein. 12 12. rebonds offensifs pour Isaiah Hartenstein. Ouais, sur 17 en tout pour lui. Ouais. Sur 17. Il n'y a pas un joueur des Pacers qui prend plus que 8 rebonds. Lui, il en a pris 12 offensifs et 17 Ouais. en tout. Ah ouais, bon, ils se sont fait battre complètement. Je sais, ça peut paraître surfait, ouais, l'intensité, l'envie, machin, mais enfin, quand tu perds autant aussi largement sur les rebonds, notamment offensifs, c'est qu'il y a eu un déficit de ce côté-là et on n'a pas vu les Pacers dans ce match, quoi. C'est tout. Ils se sont pas pointés. Et ce qui est intéressant pour les Knicks, c'est que c'est marrant, pendant la late session d'hier, donc avec Ghislain, on parlait de cette série et bon, alors, on comparait un peu nos points de vue sur Thibodeau. Où tu sais que moi je l'aime bien. Lui, il le respecte, mais c'est un peu plus compliqué. Il dit, je comprends pas pourquoi. Sur le dernier match, on voit Alec Burks, par exemple, faire de bonnes entrées, marquer des points et être capable de soulager un peu les titulaires. Et pourquoi est-ce qu'il le fait pas plus tôt? Pourquoi est-ce qu'il jouerait pas plus que ça? Et là, Alec Burks, boum, il joue, il met 18 points. Donc Thibodeau est capable en soi. Il a des atouts pour faire un peu souffler des joueurs. Là, il met Miles McBride dans le 5, il fait un bon Ouais, match, bon ajustement. très bon ajustement. En fait, il y a peut-être moyen d'éviter ces 48 minutes pour Josh Hart, pour Brunson. Il y a peut-être le matériel finalement. Alors, j'imagine qu'Indiana va pas se repointer comme ça au match 6, sans énergie, sans moelle, mais les Knicks ont fait bonne impression et finalement sont plus très loin de retrouver une finale de conférence. J'ai vu que ça fait 24 ans qu'ils sont pas retournés en Ouais, finale de c'est l'an conférence. 2000. Et C'est fou. l'ironie, c'est qu'ils avaient raté les finales en perdant contre les Pacers, Ouais, justement, en 2000. ouais. Mais Indiana, je reviens, donc 20 rebonds offensifs des Knicks, 29 rebonds en total pour les Pacers. Mm. C'est très embarrassant quand même, c'est ce qu'a dit Eric Carlisle, c'est très très embarrassant, c'était ses mots. 18 ballons perdus, Et le banc n'a même pas, tu sais, tu parlais du banc hier. le- Le banc, aucun impact. ouais. Aucun impact le banc. Bravo, très super analyse, super votre analyse basket. Aucun impact. Euh, mais enfin, c'est terrible de se faire gifler comme ça sur un game 5 où il y a 2-2 en fait. Ouais. C'est dans l'attitude surtout qu'ils sont censés être plus frais que les Knicks. Il manque 4 des 5 joueurs les mieux payés du côté de New York. Il Mm. manque Mitchell Robinson, Bojan Bogdanovic, Julius Randle et OG Anunoby. Tu as une équipe en face qui est pas très fraîche. Toi, tu es quand même plutôt frais et tu prends comme ça une rouste. Mm. Tyrese Haliburton, 13 points, Discret, ouais. très discret. Ah, je sais pas, là, honnêtement, hein, j'espère, quel que soit le résultat du Game 6, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, bah, faut vraiment montrer un autre visage parce que sinon, tu plombes toute ta post-saison avec deux. Tu vois, imaginons, ils referont pas le même match, imagine. Mm. Mais tu refais le même match, tu pars sur cette impression. Plus personne s'en fiche, plus personne a quelque chose à faire que tu as été jusqu'en demi-finale de conférence alors que tu n'étais pas attendu là. C'est terrible en fait Mm. tu vois, de partir sur cette image. Donc bon, après voilà, on verra dans le Game 6, la série n'est pas terminée. Pareil, ils ont un match à domicile, ils peuvent revenir pour un Game 7 derrière. Les Knicks sont diminués, il y a encore plein de possibilités du côté des Pacers, mais là vraiment ce match-là... Il y a un paramètre intéressant parce que si ça doit se jouer sur la fraîcheur, si tout le monde dit ouais, les Knicks vont pas tenir le coup, ils sont cramés, là, par chance pour les Knicks, il y a un jour de plus de récupération que Exactement. prévu. Parce que donc, le Fever d'Indiana va jouer à domicile. Ils ont fait tout un événement autour parce que c'est le premier match de Caitlin Clark à la maison. Donc le match ce sera dans 3 jours et pas dans 2 jours. Donc Et ben, ça ouais, peut être pardon. non mais ça peut faire la différence parce Ah ben que clairement. si tu donnes plus de repos aux mecs décisifs sur le plan de l'énergie, Bronson, Hart et compagnie, ça peut faire la différence. Et je pense qu'on ne verra pas les Knicks qu'on a vu sur les matchs précédents à Indiana. J'ai l'impression. On se plante peut-être parce que cette série elle est un peu bizarre, mais attention, la fraîcheur va peut-être cette fois-ci ne pas être aussi pénalisante pour les Knicks que ça l'a été. T'as raison, et puis ça fait une transition parfaite parce que Caitlin Clark, justement, elle jouait hier son premier match, c'était la reprise de Ouais. la saison WNBA. Elle joue à Indiana, donc comme tu l'as dit, au Indiana Fever, Mm. le Fever qui a perdu contre le Sun de Connecticut. Alors, il jouait contre une grosse équipe d'entrée. Ouais. Elle a mis 20 points, mais elle a été mise en difficulté. Ouais. Beaucoup de balles perdues, 10 balles perdues, de la maladresse. Je vais te laisser nous débriefer un peu la première soirée de Caitlin Clark. Ah, c'est dur Ouais, à dire pour les gens comme moi. c'est pas si simple. T'es pas le seul, hein, t'inquiète. Ouais, Double C, la première soirée de Double C en WNBA. Ouais, ben comme on avait un peu prévenu sur le challenge que ça représentait de devoir affronter immédiatement
enfin, une équipe comme Connecticut qui est très 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 physique, c'est presque un euphémisme. T'as que des joueuses hyper athlétiques, hyper intenses. Et Caitlin Clark a pu goûter à ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros. Elle a eu un traitement défensif assez important. Une joueuse comme Dijonay Carrington qui s'est occupée que d'elle. Elle semblait un peu tendue, un peu incertaine sur les choix de jeu, tout ça, mais finalement c'est très normal. C'est l'inverse qui aurait été curieux parce que. Alors elle met quand même 20 points, ça va être sa caractéristique, c'est-à-dire que même dans les matchs où elle est pas bien, et là, clairement, enfin tous ceux qui l'ont vu en université, elle a pas fait un bon match. Hein. 20 points à 5 sur 15, 10 pertes de balles. 10 pertes de balles, c'est dur. C'est dur, voilà. Et puis elle a joué, alors j'ai plus la feuille de match, mais elle a joué 32, 33 minutes, donc c'est beaucoup 10 pertes de balles, même contre une forte équipe défensive. Et du coup, c'est logique que ça soit passé comme ça. Et même dans un match difficile, elle arrive à mettre 20 points parce que elle va toujours marquer 3-4 paniers à longue distance. Elle en met 4, je crois. Mais voilà, elle s'est frottée ce à quoi elle va avoir droit toute la saison. Il y a, il y a 11 autres équipes, 10 autres équipes du coup qui sont capables de faire ce qu'a fait Connecticut. Enfin, pas exactement, parce que là on parle vraiment d'une forte équipe, mais aucune équipe, elle va avoir cette cible dans le dos. Tout le monde va vouloir prouver que ces joueuses sont capables de défendre sur elle, de la mettre en difficulté, et ça va être un vrai challenge. Donc je suis pas surpris, je suis pas inquiet non plus, c'est conforme à ce à quoi je m'attendais. Et voilà, ça permet de mesurer, de pondérer un peu. Je vois des sites même américains, je dis pas que c'est que français, hein. Il y a des sites américains qui la mettent troisième au niveau des cotes pour être MVP cette saison. Tu vois, pour moi, c'est pas possible. Et là, ils prennent une défaite assez nette et large contre le Sun. Et je pense qu'on va la voir un petit peu, alors, en difficulté selon ses standards, encore une fois. Je veux dire, si elle tourne à 20 points de moyenne, elle sera peut-être top 5 des meilleures marqueuses de la ligue, c'est pas un problème. Mais comparé à ce qu'elle est capable de faire, c'est-à-dire, on l'a vu faire des matchs à 10 passes décisives, des gros double-double, des énormes cartons offensifs, je pense qu'elle va un peu lutter au début et qu'elle va petit à petit trouver ses positions, trouver son rythme, et ça va le faire. Juste là, je pense que c'est une bonne piqûre de rappel qu'elle arrive. Tu sais, les gens ont dit ah, Diana Taurasi, elle lui fait de la provoque. Est-ce parce qu'elle est aigrie de voir une jeune arriver, machin. Mais non, ce que Taurasi a dit, c'est-à-dire qu'il y a plein de filles qui l'attendent. C'est la réalité, c'est tout. C'est juste que c'est des joueuses professionnelles euh, qui ont pas envie de se faire maltraiter par une qui arrive et qui lui feront pas de cadeau. Donc elle a le talent pour surmonter ça, elle va le faire petit à petit. J'ai aucune inquiétude là-dessus. Mais voilà, c'était une première un peu compliquée, mais qui va qui va permettre peut-être à tout le monde de réaliser un peu le challenge que c'est. Voilà. Oui, bah clairement, ce qui est intéressant et ce qui est important en fait, c'est comment elle répond. Mm. Comment elle répond petit à petit. Euh, je vais faire un parallèle qui est un peu erroné avec Victor Mm. Wembanyama déjà parce qu'elles n'ont pas la même taille, quoi. Je Mm. dirais, Wembanyama c'est un ovni physiquement là où Clark c'est un. Alors Wembanyama c'est aussi un ovni dans le jeu, mais Clark elle a pas non plus l'avantage physique sur Ouais. lequel elle peut se reposer en plus de son jeu. Mais Wembanyama, premier match de Summer League, le mec est annoncé tout de suite comme c'est le futur GOAT. Il se plante. Mm. Il se plante. Dans ses premiers matchs, il y a cette saison aussi, premier match officiel. Pareil, il y a des matchs où on se rend compte, ah bah tiens, pourquoi il fait 5 ou 6 turnovers, pourquoi il est à 3 sur 12, tu vois. Je crois que le troisième match, les Spurs, ils se prennent 40 points, tu vois, ils prennent une piquette de l'espace et il fait un match dégueulasse. Ouais. Et derrière, regarde aujourd'hui ce qui se dit sur Wembanyama en l'espace seulement d'une saison. Ouais. Alors, qu'est-ce que Clark, en une seule saison, dans une ligue aussi compétitive, avec moins d'équipes, un style de jeu différent et évidemment des attributs physiques différents, et puis surtout, comme j'ai dit, c'est une comparaison un peu erronée, mais c'est vraiment pour rester sur le Mm. côté phénomène médiatique, annoncé comme des GOAT, Ouais. et déjà vu tout de suite beaucoup plus haut que ce qu'ils ne le sont sans doute. Wembanyama a quand même réussi à répondre aux attentes, et lui aussi, il avait une cible dans le dos, tu vois. Clairement, les mecs Ouais, sont arrivés ouais. en mode non, mais attends, c'est qui lui? Clark, ça va être intéressant de voir dans les prochains matchs. Comme tu l'as dit, c'était une très grosse équipe d'entrée. Si au bout de 5-6 matchs, elle a déjà ajusté le tir, ça serait très très fort en fait quand même. Tu vois, ça serait vraiment Bah, le signe de quelqu'un de très grand. bien sûr. Peut-être que ça prendra plus de temps, hein. Peut-être que ça prendra un an, Mm. un an et demi. Parce que On va voir. t'as raison, parce que bon, Victor, il a eu 82 matchs il a eu toute une saison pour se régler. Les attentes, à part quelques personnes qui voyaient tout de suite les Spurs en playoff parce qu'il était fort et machin, les attentes n'étaient pas démesurées. On savait que les Spurs Et finiraient il y a pas. quand même, il y a quand même
C'est pas Benjamin Moubet chez toi, vous étiez pas déjà en mode ils vont faire le play-in? J'ai dit c'est possible, j'ai dit il y a un monde où ils peuvent faire le play-in. Ah, je taquine, tu Mais vois, non, non, mais non, il y mais a, t'as raison. il y a quand même du monde qui les voyait dans le top 10 à l'ouest, ce qui Ouais, semble pourtant absolument. ouais, c'est vrai. Et du coup, là, il y a pas, c'est pareil, il y a des gens qui attendent Indiana. Alors en playoff, c'est pas impossible parce qu'il y a que 12 équipes et t'en as 8 qui vont en playoff, donc c'est pas infaisable. Mais voilà, faut pondérer les attentes et il faut laisser, comme on a laissé un peu Victor bah, expérimenter des choses, progresser, répondre aux défis, bah, faudra que ce soit pareil pour Caitlin Clark, tout simplement. Là, voilà, je redis encore, elle se mange un adversaire. Alors moi, le Sun, c'est mon équipe préférée en WNBA. En face, t'as Alyssa Thomas qui fait 1m88 et qui peut défendre sur des postes 1 à 5 en te brutalisant et faire des triples-doubles en même temps. Là, elle fait un triple, premier match de la saison, elle fait déjà un triple-double, tu vois. Et bah, tu te manges des équipes comme ça, de très très haut niveau. Donc, Caitlin Clark, pour l'instant, elle a joué contre des belles équipes universitaires, mais elle avait pas joué contre des équipes professionnelles. Donc, c'est normal. Et là, je dis pas ça. C'est pas pour l'accabler. Je sais que j'ai beaucoup demandé de patience, de mesure et de pas s'enflammer. Mais là, c'est l'occasion parfaite pour elle et pour les gens aussi de se rendre compte et d'être peut-être un peu plus patient avec son développement. Elle a que 40 matchs. Je disais, voilà, en Victor, il a eu toute une Ouais, saison de t'as 82. raison. Là, il y a 40 matchs, que des matchs à fort enjeu. Il n'y a personne qui va lâcher le moindre match. C'est la Mm. propriété de cette ligue. Donc, elle va apprendre en situation sur que des rencontres à fort enjeu. Ce que Victor n'a pas tout le temps eu d'ailleurs, parce que parfois, soit il était mis au repos, soit en face, tu as des équipes qui n'ont pas une envie farouche de gagner la rencontre. Là, c'est que des matchs à fort enjeu, à intensité, donc c'est très bien pour sa formation. Et elle ne sera pas MVP, je peux. Voilà. Et c'est pas grave, elle sera, je pense, rookie de l'année, et ce sera déjà très bien. Et ça n'empêchera pas d'être l'une des meilleures joueuses de tous les temps, peut-être à un moment, si son développement se passe bien. On suivra tout ça de toute façon tout au long de la saison WNBA. On se tiendra quand même informé des performances, des grosses Mm. performances des principales joueuses et évidemment aussi de Caitlin, oh, de Double C. De Voilà, Double C, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, donc c'est de Clark. voilà. Peut-être juste pour finir, deux matchs ce Mm. soir. Il y a le donc deux Game 5. Celui entre les Celtics et les Cavaliers. Donc Boston est à une victoire de se qualifier. Et du côté de Cleveland, il manquera peut-être en plus Caris LeVert, sachant que Donovan Mitchell est lui aussi incertain. Jarrett Allen est toujours absent. Les Cavs, je me demande s'il y en a peut-être un qui va partir en douce en vacances, genre Isaac Okoro. Tu vois, le matin, ils vont le chercher. Ah bah non, il est parti, il est injoignable. Enfin bref. Et il y aura un autre Game 5 qui s'annonce pour le coup épique. C'est celui entre Dallas et OKC. Ouais. Donc voilà, Game 5 à Oklahoma City. Ça s'annonce du très très lourd. Donc on suivra ça cette nuit et on débriefera ça. Je suis fatigué. C'est Ça normal. ensemble demain. Ouais. C'est toi qui es malade, c'est moi qui suis fatigué. Vive les playoffs. Exactement. Exactement. Mais on a le droit à des très beaux playoffs, donc on va pas se plaindre. Et du coup, comme je disais, on se retrouve demain. Allez, Yes. ciao à tous. Bonne Ciao. journée. À demain.